Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1889 et l'histoire solennelle de James Maverick. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les archives historiques se trouvent de vraies personnes, dont la vie a été irrémédiablement changée par les événements qui se sont produits. C'est leur histoire, du mieux qu'elle puisse être racontée. À Aigburth, une banlieue aisée de Liverpool, se dressait une imposante résidence connue sous le nom de Battle Chris House. C'était la demeure de James Maverick, un marchand de coton de 50 ans qui avait bâti une fortune considérable grâce à ses affaires en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Son épouse était la bien plus jeune Florence, une beauté américaine originaire de Mobile, en Alabama, qu'il avait épousée en 1881. Pour le monde extérieur, ils incarnaient l'opulence et la respectabilité de la fin de l'ère victorienne. Ils avaient 2 jeunes enfants, une grande maison et un personnel de maison au complet. Mais derrière les lourds rideaux de Battle Chris House, le mariage n'était qu'une façade fragile mise à rude épreuve par une différence d'âge significative, des divergences culturelles et un tissu de secrets et de ressentiments qui allait bientôt éclater en un scandale national. La réalité privée du mariage Maybrick était celle d'un profond malheur. James Maybrick était un hypocondriaque notoire, obsédé par sa santé et animé d'une foi périlleuse dans les médicaments brevetés de l'époque. Il s'administrait régulièrement diverses toniques et des remèdes auto-prescrits, dont beaucoup n'étaient guère plus que des poisons vendus en vente libre. Il avait une habitude bien établie de consommer de l'arsenic et de la strychnine, les croyant être des aphrodisiaques et des stimulants. Cette auto-intoxication chronique le rendait irritable et sujet à de violentes sautes d'humeur. Prise au piège d'un mariage solitaire et vivant dans un pays étranger, Florence, 26 ans, chercha de l'affection ailleurs. Elle entama une liaison discrète avec un ami de la famille, un homme d'affaires nommé Alfred Brierley. Mais dans la société rigide et impitoyable de l'Angleterre victorienne, le secret était un bouclier fragile. Lorsque James découvrit l'infidélité de sa femme, la toxicité latente dans leur foyer, à la fois métaphorique et littérale, était sur le point de déborder. Au printemps 1889, 2 événements apparemment sans rapport ont préparé le terrain de la tragédie. En mars, Florence Maybrick se rendit chez un pharmacien local et acheta une quantité de papier tue-mouche. Ces feuilles collantes étaient un article ménager courant utilisé pour attraper les mouches, mais elles étaient également connues pour être recouvertes d'une quantité importante d'arsenic. Une simple immersion dans l'eau pouvait facilement en extraire le poison. À peu près à la même époque, fin mars, James et Florence assistèrent à la course hippique du Grand National. Là, une vive dispute éclata, apparemment à propos des dettes de Florence ou de sa relation avec Brierley. La querelle dégénéra en scène publique et se poursuivit à Battle Chris House, où James, dans un accès de rage, agressa physiquement sa femme. Immédiatement après cette confrontation, James Maybrick tomba violemment malade. C'était le début d'une maladie mystérieuse dont il ne se remettrait jamais. De la fin avril au début mai, la santé de James Maybrick se détériora rapidement. Il souffrait d'atroces douleurs à l'estomac, de nausées incessantes et de diarrhées sévères. Son médecin local fut appelé, mais fut déconcerté par l'éventail des symptômes, diagnostiquant initialement la maladie comme une dyspepsie aiguë ou indigestion. Alors que l'état de James s'aggravait, d'autres médecins furent consultés, mais aucun ne put s'entendre sur une cause. Le patient lui-même insistait sur le fait que sa maladie était le résultat d'un mauvais lot de ses médicaments habituels. Pendant ce temps, les frères de James, Michael et Edwin, arrivèrent à Battle Chris House. Profondément méfiants envers leur belle-sœur, ils prirent effectivement le contrôle de la maisonnée. Ils commencèrent à surveiller qui voyait James et ce qu'on lui donnait à manger et à boire, marginalisant de plus en plus Florence des soins de son propre mari. L'atmosphère dans la chambre du malade devint lourde de méfiance et d'accusations. Le 11 mai 1889, après des semaines d'agonie, James Maybrick mourut. Même avant la mort de James, les soupçons s'étaient déjà portés sur Florence. Sa liaison avec Alfred Brierley était désormais un secret de polichinelle parmi la famille et les domestiques. Les frères de James
interceptèrent une lettre que Florence avait écrite à son amant, ce qui semblait confirmer leurs pires craintes. L'événement le plus accablant, cependant, se produisit dans la nuit du 8 mai. Une infirmière engagée pour s'occuper de James, une femme nommée Alice Gore, observa Florence agissant étrangement avec une bouteille de Valentine's Meat Juice, un jus de viande de bœuf souvent donné aux malades. L'infirmière regarda Florence emporter la bouteille dans une pièce obscure. Quand elle la récupéra plus tard, elle remarqua qu'elle était lourde d'un sédiment poudreux. La bouteille fut mise de côté et remise à Michael Maybrick. Cet acte isolé, témoigné par une domestique, allait devenir une pierre angulaire de l'accusation. Il fut présenté comme la preuve claire d'une femme administrant secrètement du poison à son mari souffrant sous le couvert de l'obscurité. Immédiatement après la mort de James Maybrick, ses frères exigèrent une autopsie complète. Les résultats confirmèrent leurs soupçons. Des traces d'arsenic furent trouvées dans le foie, les reins et les intestins de James. Bien que la quantité fût minime, elle fut suffisante pour que les autorités agissent. Une enquête fut ouverte et, sur la base de la découverte du poison, du témoignage des domestiques concernant le papier tue-mouche et de l'incident avec le jus de viande, le jury du coroner conclut que James Maybrick avait été assassiné. Florence Maybrick fut formellement accusée et arrêtée. L'affaire devint une sensation immédiate. L'histoire de la belle et jeune mondaine américaine accusée d'avoir empoisonné son riche mari britannique captiva le public des deux côtés de l'Atlantique. Les journaux imprimèrent chaque détail croustillant, dépeignant Florence soit comme une meurtrière froide et calculatrice, soit comme une victime tragique des circonstances, selon la publication. Le procès de Florence Maybrick commença à Liverpool en juillet 1889 et fut l'une des batailles juridiques les plus largement rapportées de son époque. L'accusation, menée par le procureur général lui-même, bâtit une puissante affaire circonstancielle. Ils présentèrent la liaison de Florence avec Alfred Brierly comme le mobile, un désir d'être libre de son mari pour être avec son amant. Pour le moyen, ils montrèrent son achat des papiers tue-mouche contenant de l'arsenic. Ils soutinrent qu'elle avait systématiquement empoisonné son mari sur une période de semaines, culminant avec l'incident du jus de viande. La défense monta une contre-argumentation solide. Ils présentèrent de nombreux témoins qui témoignaient de l'habitude de longue date de James Maybrick de consommer de l'arsenic, une pratique connue sous le nom de « mangeur d'arsenic ». Ils firent valoir qu'il était, par essence, un toxicomane à l'arsenic, et qu'il était probablement mort d'une overdose accidentelle de ses propres médicaments dangereux. Ils affirmèrent que la petite quantité d'arsenic trouvée dans son corps était cohérente avec son usage régulier et n'était pas suffisante pour constituer une dose mortelle. Florence elle-même affirma qu'elle avait utilisé la solution de papier tue-mouche pour créer une lotion cosmétique, un traitement de beauté connu, bien que risqué, à l'époque. Le destin de Florence Maybrick reposa finalement entre les mains du juge. Sir James Fitzjames Stephen, un juriste brillant mais souffrant, dont la santé était en déclin. Son résumé au juré devint l'un des plus controversés de l'histoire juridique britannique. Pendant plusieurs heures, il prononça un discours décousu et profondément biaisé qui se concentra moins sur les preuves scientifiques contradictoires et plus sur une condamnation morale du caractère de Florence. Il insista à plusieurs reprises sur son adultère, y faisant référence comme une histoire dégoûtante et révoltante, et insinuant fortement qu'une femme capable d'une telle transgression morale était sans aucun doute capable de meurtre. Il écarta largement la preuve convaincante de la défense concernant l'habitude de James de consommer de l'arsenic. Influencé par cette puissante instruction judiciaire, le juré délibéra pendant un peu plus d'une demi-heure. Ils revinrent avec un verdict « coupable ». Le juge, en pleurs, coiffa le bonnet noir et condamna Florence Maybrick à être pendue. Le verdict et la condamnation à mort provoquèrent une onde de choc de protestation en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Beaucoup estimaient que Florence Maybrick avait été condamnée non pour meurtre, mais pour adultère. La presse, qui avait été divisée, se tourna désormais largement en sa faveur, critiquant le résumé partial du juge et remettant en question la solidité des preuves. Un puissant mouvement pour une grâce commença, avec des milliers de personnes signant des pétitions. Des figures éminentes, y compris des politiciens et des juristes, appelèrent publiquement à une révision de l'affaire. Le ministre de l'Intérieur, Henry Matthews, se retrouva soumis à une immense pression politique. Il mena une révision et conclut que, bien qu'il y eût des preuves que Florence avait administré de l'arsenic avec l'intention de tuer, il y avait un doute raisonnable quant à savoir si l'arsenic avait réellement été la cause de la mort de son mari.
Ce fut une conclusion étrange et logiquement incohérente, mais elle fut suffisante. Moins de 3 semaines après avoir été condamnée à mort, la peine de Florence fut officiellement commuée en travaux forcés à perpétuité. Florence Maybrick passa les 15 années suivantes en prison, d'abord à Woking, puis à Aylesbury. Elle fut libérée sur parole en janvier 1904. Après sa libération, elle lutta pour reconstruire sa vie. Elle écrivit un livre sur son épreuve, intitulé « Mrs. Maybrick's Own Story, My 15 Lost Years », l'histoire de Madame Maybrick, mes 15 années perdues. Elle retourna finalement aux États-Unis, mais vécut une vie recluse et appauvrie, déménageant constamment pour éviter l'attention publique. Elle mourut seule dans un petit cottage du Connecticut en 1941. La question de sa culpabilité reste un sujet de débat intense à ce jour. Était-elle une empoisonneuse de sang-froid ou la victime d'une erreur judiciaire condamnée par l'hypocrisie morale victorienne? Des décennies plus tard, l'affaire prit un autre tournant bizarre lorsqu'un journal intime fit surface, prétendument écrit par James Maybrick, affirmant qu'il était le tristement célèbre tueur en série Jack l'Éventreur. Bien que le journal soit largement considéré comme un canular, il a maintenu le nom Maybrick et son histoire tragique en vie dans l'imaginaire public, un récit obsédant de passion, de poison et de préjugés.